2, 3, fight! You win! Pour commencer, le traditionnel petit slide sur ma petite personne. Donc, je m'appelle Mathieu Lux, je suis développeur advocate à Zenica Lyon. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver en tant que Sweep, avec ce joli petit personnage mignon. Et je vous invite à passer sur le stand Zenica pour notre animation responsable avec des associations, c'est plutôt cool. Et j'enchaîne directement. Donc, je voulais vous parler Vanilla.js aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est que le Vanilla.js, c'est l'initiative de tenter de faire une application sans aucun framework. Donc, c'est l'antithèse de React, Angular, etc. C'est du web avec que du JavaScript. Mais comme je suis un petit peu joueur, j'ai voulu faire une version moderne, une version 2019. À l'époque où on fait des téléphones à 2000 €. Et puis c'est compliqué de trouver une image sympa sur 2019. Grosso modo, en dehors des attaques terroristes, il n'y a pas grand-chose. L'année est encore jeune, ça peut s'améliorer. Alors déjà, un petit disclaimer. Deux choses que je voulais présenter au début de cette conf. Déjà, c'est que j'ai rien contre les frameworks. Moi-même, je travaille principalement avec les frameworks. Donc, c'est pas un talk pour dire que les frameworks sont nuls. Vous verrez plutôt le message à la fin. Le deuxième disclaimer, c'est que j'ai abusé sur les photos. Vous ne tarderez pas à le remarquer. Donc, pourquoi j'ai fait ce talk? Pourquoi j'ai fait du Vanilla.js? Alors déjà parce que c'est drôle et que faire des projets drôles, je vous y invite. Ça libère beaucoup. Je vous invite une fois de temps en temps à faire un projet drôle juste parce que c'est drôle. C'est déjà super intéressant. Mais aussi pour essayer de retrouver le nord, c'est-à-dire des années et des années à travailler avec un framework, on oublie un peu comment ça marche le navigateur principalement, qu'est-ce que les frameworks font pour vous, et c'était un petit peu l'occasion de redécouvrir un petit peu comment ça marche et où on en est aujourd'hui. Il n'y a pas de bon jeu sans bonnes règles, donc je m'en suis imposé 3, qui sont les suivantes. Pas une seule ligne de code source externe au projet. Important pour être sûr de faire du vrai Vanilla.js. Sinon, on s'apprête à tricher. Utiliser un maximum de nouvelles normes. Donc ça, c'est le côté moderne, parce que sinon on va faire des trucs qu'on aurait pu faire il y a déjà 10 ans. Ça n'a pas de grand intérêt. Et la dernière règle très importante, ça doit marcher au moins sur 2 navigateurs. Ça a l'air de rien, ça peut vite être une vraie condition. Alors, avant de se lancer sur du Vanilla.js, il faut un plan de bataille et voici mon plan de bataille à moi. Alors déjà, j'ai découpé la problématique en 3 étapes. Le tooling, avec quels outils je vais développer mon site. Le framework, ou le pas de framework, mais en tout cas, comment je vais développer mes composants en quelque sorte. Et comment je vais coder la logique de quoi, vous verrez déjà. Alors ça, c'est ce que j'ai pas fait, et c'est ce qu'on ferait habituellement. Tooling, on retrouve des Webpack, des TypeScript. Framework, on trouve des React et des Vue. Et logique, soit on met un Redux, soit on le met pas. Mais grosso modo, c'est un peu les frameworks qu'on va retrouver à l'heure actuelle. Donc ça spoil un peu, mais grosso modo, j'ai essayé de me faire un petit plan de bataille, et c'est à peu près ça que j'ai trouvé. Des modules JS, du HTTP2, des web components, du WebAssembly. Le but, c'était un petit peu de s'amuser, donc j'y suis allé fort. Puis après, il faut une application prétexte. Moi, les to-do MVC, j'en ai marre. Du coup, je fais un truc un peu plus rigolo, c'est un 2048. Je le monte dès maintenant pour vous montrer que ça marche. Ça marche. Bon, c'est pas très marrant de regarder quelqu'un faire un 2048, mais ça marche. Du coup, j'enchaîne. Par contre, c'est très chiant quand on développe un 2048. Souvent, on se perd à commencer à jouer. Et là, il faut se rappeler... Non, retourne sur le code.
Enfin, ça, c'est quand ça marche, parce que quand ça marche pas, on se perd pas beaucoup. Plutôt que de passer tout le talk à vous rabâcher tous les organismes de normalisation qu'on va rencontrer, j'ai tout centralisé au début. Comme ça, on fait une bonne couche et après, on n'en parle plus. Il y a beaucoup de normes sur le web. Votre navigateur est un monstre régi par des normes qui ne viennent pas tous du même endroit, sinon ça serait trop facile. Donc je les cite rapidement. Donc il y a l'IETF qui va spécifier l'HTTP. Donc l'IETF, c'est ceux qui font TCP/IP, c'est du vrai réseau, c'est des vrais gens, des gens sérieux. Il y a l'ECMA qui va spécifier le JavaScript. Donc il faut bien savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est pas le W3C qui gère le langage. L'ECMA est une organisation à part, avec ses mécanismes à part. Et donc il y a l'organisme, le W3C, le centre créé par Tim Berners-Lee il y a très longtemps, qui gère la majorité des normes du web, et on va y trouver principalement HTML et CSS. Parfois, W3C fait de la merde, et du coup, il y a un espèce d'organisme qui s'est créé pour lui faire un petit peu de contrepoids, le WhatWG. Ça coexiste, c'est plutôt pas mal, ça crée un contrepoids et ça permet de donner des coups de pied aux fesses au W3C de temps en temps, et c'est plutôt pas mal. Alors, tooling, ça c'est ma photo de tooling, c'est des bons outils ça. Alors de quoi j'ai besoin ? De quoi j'ai besoin en termes de tooling si je veux faire un site web Vanilla.js moderne ? J'ai besoin principalement, c'est pas ce dont j'ai besoin, mais ce dont j'ai envie, c'est de faire du JavaScript comme je le fais d'habitude, avec du code moderne, avec des modules, et j'ai envie que ça soit un minimum performant. On verra que c'est pas évident. Alors, je vais démystifier tout de suite ceux qui s'attendent à voir toutes les nouveautés du langage JavaScript en tant que tel. Ça, c'est le tableau de compatibilité. Alors, je vous invite à lire ça en détail, c'est très important. Bien sûr que non. Ce qu'il faut savoir, c'est grosso modo la bonne grosse colonne verte en plein milieu, c'est vos navigateurs. Je ne parle pas d'IE, je parle de navigateurs. Donc, grosso modo, c'est plutôt positif, ça marche. Non, mais s'applaudir sur un troll sur IE, c'est un peu facile. Donc, grosso modo, voilà, sur les navigateurs modernes, moi j'en ai ciblé 2, vous imaginez bien que c'était grosso modo Firefox et Chrome. Donc c'est très vert, j'avais pas trop de problèmes. Du coup, tout le monde utilise Babel. Bon, forcément, j'ai pas utilisé TypeScript, mais tout le monde utilise Babel, même pour du JavaScript normal. Est-ce que j'en ai encore besoin pour faire du Vanilla.js en 2019 ? Non. Ça marche. Vous faites votre JavaScript normal dans votre navigateur normal et ça marche. Une preuve, alors je ne vais pas vous montrer tout mon code, mais il y a un bel exemple directement sur l'index.js de mon site. Il y a une arrow function asynchrone spécifiée en 2017. Ça marche dans Chrome, ça marche dans Firefox, il y a 0 problème. Voilà, donc je montre pas tout le code, il y a des imports aussi. Je ne montre pas tout le code, mais bref, ça marche. Alors oui, on peut aller chipoter du bout de gras, il y a des trucs spécifiés en cours de spécification qui vont peut-être pas marcher dans Firefox ou pas marcher dans Chrome, mais dans les grandes lignes, ça marche. Donc je suis plutôt content. Et je continue. Il y a le cas des modules. Alors théoriquement, ça fait partie du S 2015, mais c'est un peu plus compliqué. Donc son support dans les browsers, pendant quelques temps, c'était un peu flou. Et puis, heureusement qu'on a Jake Archibald. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille son blog. Développeur advocate chez Google Chrome, qui nous a fait une belle doc, qui a fait un joli point sur la question en disant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc le principe global, on le voit sur l'exemple de code ici, de faire une balise script avec un type égal module. Le navigateur ne va pas charger de la même façon un script avec des modules et un script sans module. Donc il faut bien lui dire, il va se comporter différemment. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche plutôt pas mal. Là, ça a l'air plutôt fiable, mais enfin, c'est depuis quelques mois que ça marche, hein, depuis 6 mois à peu près que ça marche. Donc on peut continuer. Alors je vous montre, vous l'avez déjà vu en fait. Vous l'avez déjà vu, j'utilise des imports.
ça marche plutôt pas mal. Petite particularité quand même, contrairement à tout Webpack qui se respecte, le .js n'est pas optionnel. Vous n'avez pas grand-chose à faire d'autre que de mettre une balise script dans votre HTML, mettre type égale module, votre fichier source, votre fichier d'entrée, qui va faire des imports, qui va télécharger les nouveaux fichiers, qui va faire des imports, qui va télécharger les nouveaux fichiers, etc., etc. Ça marche comme vous pensiez depuis quelques mois dans tous les navigateurs. Deuxième petite bizarrerie, par défaut, tous les navigateurs considèrent, et c'est dans la spec, que tout script chargé sous forme de module est par définition cross-domaine, ce qui est un peu chiant, mais on arrive à bout. Alors, je vais faire des switches comme ça, une paire de fois, je vous préviens. Donc, quand c'est un peu plus compliqué que juste le JavaScript, je fais mes petites conclusions. Et mes petites conclusions, c'est que c'est encore récent. C'est toujours considéré comme cross-domaine, c'est chiant, mais on fait. Et une réalité, c'est que personne s'en sert. Mais alors, personne. Enfin, on s'en sert dans les articles de blog pour dire que ça existe, mais dans la vraie vie, personne s'en sert. En fait, il y a un problème avec les modules dans le navigateur, c'est que c'est pas performant. C'est pour ça que dans les besoins que j'avais dit, que je voulais que ça soit un minimum performant. À vrai dire, sur mon 2048 local avec 10 fichiers, le contre-performance, vous ne le verrez pas des masses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le navigateur télécharge votre index.js, il finit de le télécharger, il le parse, il le compile, il le lit, et puis là, il tombe sur une balise, sur une instruction import, et puis là, il se dit « Ah, bah, il faut que je m'arrête, il faut que j'importe, je lance une requête vers quelqu'un d'autre, du nouveau JavaScript, qui, etc., etc. » Il le relit, il le reparse, il le recompile, il retombe sur un nouvel import, et il relance une requête. Ça peut faire une chaîne de téléchargement qui est très long, et ça ne va pas être performant du tout. Mais comme j'étais coriace, je ne me suis pas laissé faire et je voulais quelque chose de performant, même avec des modules. Du coup, je me suis tourné vers HTTP2. Donc, c'est ce qu'on est censé utiliser aujourd'hui, même si ce n'est pas encore totalement déployé. Ça a été spécifié en 2015. La plupart des grands acteurs l'utilisent aujourd'hui. Alors, un petit rappel théorique. Quand on n'avait que HTTP 1, grosso modo, sauf bonnes astuces de configuration web, on avait une requête qui demandait le document principal et on devait établir une nouvelle connexion TCP/IP pour recevoir chacune des ressources qui étaient référencées dans cette page. Et ça marche pareil avec les modules JavaScript. Il faut lancer une connexion, récupérer un module JavaScript, on détecte quand on en a besoin de plus et on envoie des nouvelles connexions. Et ça, c'était pas bien rapide. Avec HTTP2, alors le premier changement majeur, on peut maintenir la connexion. Ça change tout, on gagne énormément de temps, on télécharge sur la même connexion TCP et ça va plus vite. Ça c'est bien, mais les gens sont souvent arrêtés là. On parle déjà d'une accélération x2, donc c'est quand même plutôt bien de faire juste un changement de protocole réseau et de gagner 2 fois en performance. Mais il y a une fonctionnalité moi qui m'a intéressé, qui est celle-ci, qui est le push. Le push, on s'en sert pas encore beaucoup, mais un serveur, quand on lui demande une URL, il peut prendre la décision d'envoyer des fichiers en plus, parce qu'il sait que vous en aurez besoin. Moi, ça me va bien, parce que dans mes modules qui sont dépendants les uns des autres, je peux calculer en amont et lui envoyer tout ce dont il a besoin, avant même qu'il sache qu'il en a besoin. Et ça, c'est ce que je voulais. Alors, un petit point sur la compatibilité, tout sauf IE, on continue. Puis il fallait une plateforme pour faire du HTTP2. À choisir, je sais faire que du JavaScript, donc au hasard, je choisis Node. Je vais chercher un module natif HTTP2 parce que je n'ai pas le droit de télécharger une dépendance. Ouf, il existe, il est même stable depuis quelques mois. Magnifique. Bon, là, je lis la doc, c'est-à-dire le blog de Jack Archibald. Manque de peau, le titre de l'article, il dit c'est compliqué. Alors là, je me dis, je vais prendre cher.
Alors, je vous passe le détail de l'article et vous n'arriverez pas bien à lire ce schéma. Mais grosso modo, il nous explique gentiment que dans votre navigateur, il y a 18 niveaux de cache et que le HTTP push, il fonctionne de la même façon qu'un cache. Tout ce que vous pushez au navigateur, le navigateur le met dans un cache. Et si à un moment, il en a besoin plus tard, il passera par ce cache. Donc s'il le trouve, c'est bien, il n'a pas besoin de lancer de requête. S'il ne le trouve pas, il lancera la requête quand même. C'est comme ça que ça marche. Et en plus, ce push cache, il est tout en bas, et c'est le dernier qui va consulter. Donc il y a plein de façons à ce qu'on rate le push cache. Et c'est pour ça que ça peut être pénible. Alors, comment je l'ai codé? Alors, j'ai fait mon petit serveur. Alors, vous n'allez pas lire tout le code, hein, je vous rassure. Je vous montre deux, trois petites lignes intéressantes. Alors déjà, j'écoute l'événement stream au lieu de l'événement request. Bon, ça ne change pas grand-chose, on peut s'y faire. J'ai un petit if là qui dit que si tu ne me requêtes pas la bonne requête, je la refuse. Ça me permet de forcer le push, entre guillemets. Vous avez le droit de me requêter que l'index.html, et si tu me requêtes autre chose, c'est que le push a raté et je veux que ça plante. Parce que je suis un petit peu borné. Bon, si je rentre dans le if, j'ai une première problématique, c'est savoir quel fichier je veux pusher. Donc j'ai fait une petite méthode là, dont je reparlerai un petit peu plus tard, qui me récupère tous les fichiers dont j'ai besoin de pusher pour mon index.html. Et ensuite je les push un par un, pas plus difficile que ça. Je fais une itération et je les push un par un. Et quand c'est fini, je push la requête qui m'a été demandée. Et oui, c'est bien à l'inverse de la logique, on push d'abord les ressources et à la fin le document, sinon il va nous fermer la connexion au nez et il ne saura pas qu'il y avait autre chose à pusher. Et avec ça, eh ben, ma foi, ça marche pas trop mal. Je vais vous montrer l'onglet Network de mon petit jeu. Donc je passe bien tout en HTTP2, jusque-là, heureusement. J'ai bien l'onglet Network qui me précise que tout a été pushé. Donc ça, c'était plutôt pas mal, parce que ça n'a pas toujours été le cas, on va dire. Et alors, le waterfall, il peut être intéressant à regarder. Parce que, grosso modo, on a presque l'impression qu'on n'a pas fait de push, c'est-à-dire qu'il a bien lu les fichiers sur un waterfall normal, c'est-à-dire qu'il détecte qu'il en a besoin un peu plus tard qu'au tout début. Mais en fait, il y a la petite barre bleue qui est là au tout début. Ça dit bien que le navigateur reçoit le fichier tout de suite, mais il le met dans un coin et il l'oublie. C'est que quand le site web lui demandera l'utilisation de ce fichier, qu'il va ensuite aller en prendre connaissance. C'est comme ça que marche le HTTP de push, et ça marche pas si mal. Maintenant, je vais juste vous faire peur un petit peu. C'est le find push file, c'est bien beau, mais quel algo on peut mettre là-dessus, surtout quand on n'a aucune librairie? Et ben, on fait des regex dégueulasses. Voilà. C'est pas ce que je vous conseille de faire chez vous, mais dans mon cas, ça a marché. L'HTTP2 push, un peu comme les modules JS, c'est peu utilisé. En fait, tout ça est écrasé par la méthode de travail de Webpack. On bundle tout, on envoie un truc tout pré-mâché au navigateur. Sortir de ce truc-là, ça va être très compliqué. Faut avouer que Webpack nous fait quand même du pas mauvais boulot. Sortir de ce mode-là, ça demande pas mal de travail qui n'est pas vraiment démarré pour le moment dans les frameworks. D'autant plus que savoir ce qu'il faut pusher, c'est pas évident. J'imagine un jour peut-être un Webpack qui pourrait me faire le graph de toutes mes dépendances et me sortir un JSON de mes dépendances, plutôt que je l'ai à le faire moi-même. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Le debugging, c'est pas évident parce qu'il y a ce système de cache, parce que débugger les systèmes de cache dans le navigateur, les DevTools sont pas hyper précis, parce que si on push avec un moindre caractère de faux dans l'URL, si on oublie le slash à la racine, il ne va pas utiliser le push et on ne va pas savoir pourquoi. Bref, j'ai galéré. Mais j'ai réussi. Alors, trouver une photo pour illustrer Framework, je vous souhaite bien du courage. Donc, j'ai choisi cette alternative-là. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais ça fait le taf. Donc, on passe. Donc là, on a vu le tooling, comment j'ai poussé mes fichiers, et ça marche pas trop mal. Et sur le papier, au moins moralement, c'est performant. Même si j'ai plein de fichiers, c'est performant. Donc, niveau framework,
qu'est-ce que j'ai besoin en 2019 pour considérer que je fais une application relativement cohérente? Moi, j'ai besoin de composants. Je ne sais pas vous, mais développer autrement qu'avec des composants, enfin faire un gros script qui écoute des événements en ligne, c'était pas vraiment dans les choses que j'étais capable d'accepter. Du coup, en 2019, pas de framework des composants, il n'y a pas vraiment beaucoup d'alternatives, c'est les Web Components. Alors, les Web Components. J'ai volontairement gardé l'ancienne approche avec les quatre specs qui sont les suivantes. Donc pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des Web Components, déjà les Web Components, ce n'est pas une spec à part entière, c'est bien une agrégation de 4 specs principales qui sont celles-ci, Custom Element, Shadow DOM, Templates et HTML Imports. Alors la première chose à dire, c'est que au fur et à mesure du temps, il y en a une qui a sauté. J'y reviendrai. Alors on commence doucement avec les templates. On commence doucement parce qu'elle est simple et à vrai dire elle n'est pas indispensable vu que je ne m'en suis pas servi, j'étais obligé de faire un exemple de code directement dans les slides. Donc c'est la balise template qui permet dans n'importe quel document HTML, à peu de choses près, d'avoir un truc qui ne s'affiche pas. C'est pas ouf, mais n'empêche que c'est bien pratique, ça permet de préparer du contenu HTML qu'on pourra ensuite récupérer en JavaScript. C'est à peu près tout ce que ça fait. Bizarrement, comme c'est simple, tout le monde l'a supporté assez rapidement. Et c'est en prod, mais voilà, on s'en sert, on s'en sert pas. Les Custom Elements, par contre, là, on est vraiment dans le cœur du cœur des Web Components. J'ai tendance même à exagérer en disant que c'est peut-être ça vraiment les Web Components, les Custom Elements, et puis à peu près tout. Mais rentrant dans le détail, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc le principe des Custom Elements, c'est que votre navigateur vous autorise littéralement à décréter qu'une balise, n'importe laquelle que vous spécifiez, vous pouvez lui associer du comportement. Par défaut, lui, il a du comportement sur pas mal de balises. Vous allez pouvoir enrichir d'autres balises qu'il ne connaît pas et leur ajouter du comportement. Comment ça se passe? Alors, il faut créer une classe. Alors, pour ceux qui ont fait un peu trop de React et qui ne veulent plus entendre parler de classe, eh ben, c'est dommage, il faut refaire des classes, mais c'est comme ça. Donc, vous faites une classe qui sera moralement votre contrôleur. Vous étendez la nouvelle classe qui est fournie par la plateforme, par votre navigateur qui s'appelle HTML Element. Et vous codez littéralement l'intelligence de votre composant là-dedans. Ensuite, le principe, je saute tout à la fin de l'exemple de code. Vous récupérez l'API Custom Elements, qui est encore une fois dans votre navigateur directement, et vous faites un define, le nom de la balise, la classe qui implémente son comportement. Pas plus difficile que ça, et ça marche très bien. Une fois que vous êtes à l'intérieur de votre classe, le this, ça pointe vraiment sur l'élément du DOM sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc là, j'ai fait des trucs dont je n'ai pas encore parlé, mais je peux accéder au linéaire HTML de mon élément et je peux faire des modifications, comme si on avait fait un query selector en dehors d'un composant. Là, je suis à l'intérieur de mon composant. Donc on peut faire plein de choses et j'y reviendrai un petit peu à la fin. Ça, c'était pour les Custom Elements. Celui qui vient juste après, ah oui, non, il faut que je parle support. Là, ça se gâte un petit peu. J'ai montré des trucs qui étaient relativement verts jusque-là. Là, ça se gâte un petit peu. Edge considère qu'il va pouvoir le faire. Et comme ça a été dit juste avant, vu que Edge a dit aussi qu'il considérait reprendre le moteur de Chrome, c'est possible qu'ils ne fassent pas beaucoup d'efforts et qu'ils attendent cette modification-là. Pour le coup, là, c'est vraiment là où ma règle des 2 navigateurs a joué, dans le sens où, au début, quand j'ai commencé ce projet, Firefox n'implémentait pas les Custom Elements en natif sans flag. Au début. Maintenant, ça marche. Firefox l'a libéré à la fin de l'année dernière, je crois, un truc comme ça, les Custom Elements sans flag. Donc c'est encore assez frais. Chrome, qui pousse énormément la technologie, le supporte depuis beaucoup plus longtemps. Et Safari le supporte à sa manière. Sinon, ça ne serait pas drôle. Alors, la deuxième spec, c'est le Shadow DOM.
Alors le Shadow DOM, il a un nom un peu rigolo, il fait un peu bizarre, et je vais essayer de vous montrer ce que ça fait. C'est toujours sur ce même custom element très simple. Le Shadow DOM, c'est de dire que c'est pas forcément lié au custom elements, on peut faire ça n'importe où. C'est à partir du moment où on a un élément du DOM, on peut lui associer une nouvelle racine qui sera isolée du reste du document. Donc cette isolation, elle peut servir à différentes choses. Alors déjà, ce qu'il faut bien voir, et qui était peut-être dans l'inconscient de tout le monde, c'est que ça ne sert pas à empêcher les autres développeurs à voir votre DOM. Vous ouvrez le DevTools et vous voyez le Shadow DOM très très bien. Par contre, la principale isolation que tout le monde utilise, c'est l'isolation CSS. Mais c'est, entre guillemets, une petite révolution. On peut avoir un morceau de DOM dans une page web qui ne récupère pas les propriétés CSS du reste du document. Ça n'a jamais pu être fait. C'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que parfois, on aimerait bien récupérer le bouton de quelqu'un d'autre et que quand je le mets dans ma page, il ressemble à ce que je m'attends à ce qu'il ressemble et non pas complètement dézingué par le reste du contexte CSS de votre page. Donc pour la première fois, vous avez ce concept de zone à l'intérieur de votre DOM qui est isolé du reste et sur lequel vous n'avez pas de problème que votre truc explose parce que le reste du document n'est pas comme vous le pensiez. Du coup, le Shadow DOM, il est associé au Web Component. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on va faire un Web Component, on va avoir l'envie que ce Web Component soit isolé du reste du document. Et très souvent, mais ce n'est pas une obligation, on va systématiquement attacher un Shadow DOM à l'intérieur d'un Custom Element. Donc là, c'est ce que j'ai fait en bon soldat. L'intégralité de mes Custom Elements commence par faire un Attach Shadow qui crée un Shadow DOM en mode ouvert, il y a quelques particularités, à l'intérieur de cet élément. Et une fois qu'on a fait ça, dans un élément du DOM, on a l'accès à la propriété Shadow Root, qui nous permet d'accéder à ce DOM particulier. Ce DOM particulier, en dehors du fait d'être isolé, il a le comportement de n'importe quel DOM. On peut lui mettre du contenu, on a les propriétés inner HTML, écoute d'événements, etc., etc., etc. Donc là, pour suivre un petit peu la voie du parti, l'intégralité du DOM qui est à l'intérieur de mes Web Components, je le mets à l'intérieur du document du Shadow Root. Et ça se passe plutôt bien. Ici, j'ai mon élément conteneur qui est vraiment pas très très intelligent, qui met un peu de style et qui utilise la balise slot. Alors je prends un petit peu d'avance sur le reste des éléments et qui en fait va permettre de récupérer ce qui était positionné à l'intérieur de mon élément conteneur et de projeter son contenu. Ce que je n'ai pas encore montré, c'est comment j'utilise mes Web Components. Je les utilise de la façon la plus simple possible. Il suffit de simplement utiliser la balise qui a été déclarée. Et mon Web Component va démarrer automatiquement. Tout ce que j'ai mis à l'intérieur de ce truc-là va se retrouver automatiquement dans le slot. Et ça, c'est rigolo, entre guillemets. C'est pas hyper marrant à regarder dans un debugger, vu que, grosso modo, mon slot est un pointeur vers les vrais éléments qui sont à côté. Et donc, utiliser des slots à tire-larigot comme je l'ai fait est un petit peu pénible en termes d'exploration du DOM. Après, c'est peut-être aussi un choix de représentation des DevTools Chrome de le faire comme ça. Mais c'est comme ça. En tout cas, mon jeu, je vous assure, fonctionne intégralement avec des Web Components. Et ça, c'est plutôt pas mal. Une dernière spec... Ah oui, le support de Shadow DOM, tout comme les Custom Elements, à très peu de choses près. Donc, j'insiste pas. La dernière spec, c'était les HTML imports. Alors, j'ai vérifié récemment, ils ont été savamment virés des sites web qui parlent des Web Components, sauf si vous tombez sur un site pas tout à fait bien mis à jour. Mais je rappelle quand même la petite histoire parce que je trouve que l'anecdote est importante. Donc c'était la possibilité d'avoir des dépendances de documents HTML, donc des documents HTML qui importent d'autres documents HTML. Et souvent on imaginait que les Web Components seraient livrés comme ça, livrés sous forme de documents HTML qui auraient son propre comportement. C'était en tout cas ce qui était poussé par Google au début.
mais assez rapidement, Google il poussait ça et Mozilla il poussait pas. Il a dit les modules JavaScript ça suffit bien et ton truc c'est de la merde. Mais vraiment à peu de choses près. Hein. Et il l'a dit, ça se voit dans l'URL, il l'a dit en 2014. Donc très rapidement, ils ont dit je ferai pas ça. Google a insisté lourdement pour que les HTML imports passent. Et aujourd'hui, a admis qu'ils ne passeraient pas. Et ils vont les retirer de leur navigateur le mois prochain. C'est pour dire que c'est encore frais. Et c'est aussi pour dire que là, on voit quand même que chaque navigateur y va de son influence pour faire passer les normes. Pour moi, c'était vraiment révélateur d'une lutte d'influence. Bizarrement, c'était plus très supporté. Et là, c'est un des très rares canailleuses que vous verrez où quelque chose est supporté et ne sera plus supporté dans le futur. Du rouge en dessous du vert, c'est pas courant. C'est le cas ici. Oui, ce que je voulais rappeler quelques features un petit peu plus avancées des Web Components. Donc, j'ai rapidement montré le slot qui permet de faire de la projection. C'était pour les anciens d'AngularJS, c'était le très joli mot transclusion. Mais c'est toujours la même idée. Hein, tous les frameworks ont un concept de ce type-là. Un autre truc qui est assez pratique, un autre truc qui est super intéressant qu'on fait très vite quand on fait des custom elements, c'est la possibilité d'écouter les propriétés. Donc, on a la possibilité de préciser quelle propriété on veut écouter et on a le framework nous donne un callback sur le fait que nos propriétés ont changé. Ça a l'air de rien, mais voilà, c'est vraiment la plateforme qui nous file des outils pour rendre notre application dynamique et on n'a plus besoin de framework pour faire ça. Je continue. Alors, par contre, je ne sais pas si ça vous paraît flagrante, mais pour moi, il faut beaucoup de lignes de code pour définir un composant. Et pas mal de choses qu'on répète. Par exemple, l'attachement du Shadow DOM systématique, même si c'est que quelques lignes, c'est dans tous les composants. Et si à un moment, je change de façon de l'écrire, ce qui m'est arrivé, je suis obligé de repasser sur tous mes composants. Et ça ne m'a pas fait super plaisir. Moi, personnellement, je trouve l'API vraiment trop verbeuse pour une utilisation vraiment directe. Et intuitivement, on va tout de suite rajouter une petite surcouche pour faire 2-3 trucs de façon automatique. Donc moi, le besoin du framework apparaît par lui-même hyper rapidement, ou alors c'est une déformation professionnelle, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Un truc flagrant aussi, c'est que je ne sais pas depuis quand vous entendez parler des Web Components. Moi, j'en entends parler depuis des années. L'article de Mozilla date de 2014. Et pourtant, le support officiel et sans flag de Firefox date de quelques mois. Donc ça reste quelque chose de frais, ça reste quelque chose qu'on ne peut pas forcément utiliser dans tous les navigateurs, ou en tout cas avec tous les niveaux de support de IE11. C'est encore quelque chose de nouveau. Par contre, une fois qu'on s'en sert, le DOM, le navigateur, c'est votre plateforme, c'est votre framework. Et ça, dans une appli Vanilla.js, forcément, ça fait plutôt plaisir. Et puis ça marche, ça a le mérite de marcher, c'est déjà pas mal aussi. Alors, quel est cet immonde morceau de code ? Cet immonde morceau de code, c'est... alors, ne le lisez pas, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est l'algo que j'ai dû mettre au point pour jouer avec mes tuiles. J'ai une situation du jeu d'avant, j'ai une situation du jeu d'après, et il faut que je mette à jour mes tuiles. Sauf que là, je suis à l'intérieur de mon élément du DOM et la seule chose que j'ai, c'est des documents de .createElement et d'autres petits et des query selectors, des trucs très très basiques. Et puis d'une façon générale, c'est un algo de transformation qui est pénible. Donc là, dans ce jeu-là, j'en avais qu'un gros nœud où je devais faire un algo de transformation, mais c'est une problématique qui est assez fréquente. Moi, personnellement, cet algo-là, il m'a fait mal à la tête et j'avais cette tête-là à la fin. Je l'ai fait marcher, hein, c'est dans mon historique Git, mais je l'ai viré depuis parce que ça m'a saoulé.
Du coup, j'ai été un peu gourmand. Et moi, alors, que je vous l'ai dit, je travaille beaucoup avec des gros frameworks. Et dans mes gros frameworks, mes React et mes Vue, le truc trop bien de ces dernières années, c'est le Virtual DOM. Grosso modo, la promesse, c'est le DOM, il est ce qu'il est, tu calcules la nouvelle version, et puis moi, je me démerderai pour faire la modification. Et puis là, dans mon algo, c'est exactement ce que je voulais. Moi, je voudrais juste lui donner mes nouvelles positions de tuiles, et puis tu te démerdes, je veux pas savoir. Sauf que comment on fait un Virtual DOM sans code source extérieur ? Là, d'abord, mon premier réflexe, c'est jamais de la vie j'y arriverai, et puis c'est une connerie, et puis tu vas y passer des nuits. Et puis en fait, bon, on se lance quand même. Hein. On ne peut pas s'empêcher, donc on clique un peu. Donc moi, c'est mon occasion personnelle de parler de ce blog-là, qui est une autre grosse référence que je vous conseille. Et je trouvais un article assez intéressant qui disait que avec les templates string et une API du navigateur, on peut vite faire un parseur très vite. Ah merde, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, je pensais que je le ferais jamais, et puis j'ai déjà la moitié du code de fait. Est-ce que je vais pas regarder la suite ? Puis je tombe sur cet article de blog où le mec a littéralement fait un tuto pour faire un virtual DOM. Je ne sais pas qui c'est, mais bravo à lui. Il a fait 2 articles Medium, c'est un tuto complet pour faire un virtual DOM. Donc j'ai craqué. J'ai craqué et je l'ai fait. Je vous montre ça. Je ne vais pas vous montrer tout le code, mais alors déjà ce que vous pouvez voir, c'est que je suis à la ligne 114. Mon virtual DOM tient en 114 lignes. Donc déjà, c'est que c'est pas si horrible. Je vous montre grosso modo 3 fonctions. La fonction render, c'est mon point d'entrée. Son API, c'est le nœud parent dans lequel tu vas t'insérer et le nouvel HTML que je veux que tu mettes. Ni plus ni moins, c'est ce que je voulais. Pour la petite histoire, un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a un algo plus simple qui est je dégage tout le contenu de mon web component et je remets un nouvel HTML. Alors ça, c'est bien. C'est pas performant du tout, mais ça marche. Par contre, essayez de jouer un 2048 sans avoir les animations des tuiles qui bougent. Parce que là, typiquement, vous les perdez, vous dégagez tout et vous remettez du nouveau, vous n'avez pas d'animation. Et bien, c'est injouable. Mais vraiment, c'est complètement pénible. Limite, j'aurais dû faire la démo pour vous montrer à quel point c'est inacceptable. Du coup, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus intelligent. Grâce à ça, je vais pouvoir l'avoir. Donc mon render, point d'entrée et le nouveau HTML. Le nouveau HTML, à ce moment-là, c'est une string. J'ai envie de le parser pour avoir une structure objet. Et là, c'est là que j'ai trouvé dans l'article de blog le truc malin, c'est que plutôt que de le faire, je demandais à mon navigateur de le faire parce que c'est quand même drôlement, il a un parseur drôlement plus intelligent que moi. Donc je crée le fameux élément template de mes web components. Dans ce template liner HTML, je lui mets ma string, ni plus ni moins, bêtement. J'associe jamais ce template au document, je m'en fous, c'est pas nécessaire. Et dès le moment où on l'a mis dans le liner HTML, il a construit le DOM qui correspondait. Donc j'en extrais le DOM qu'il a produit et c'est terminé. Mon parseur est terminé. Et là, j'étais plutôt fier de moi. Je me dis 3 lignes pour un parseur, c'est quand même pas mal. Ensuite, il y a la procédure d'application, c'est-à-dire j'ai mon ancien DOM, mon nouveau DOM, et j'ai envie de faire le mélange des deux. J'ai envie que mon nouveau aille se mélanger dans l'ancien pour s'appliquer. Et bien là, c'est là où on pense que c'est vraiment compliqué, alors qu'en fait, c'est une fonction récursive avec 4 ifs. C'est pas si compliqué que ça. Bon, évidemment, il y a un peu de code au-dessus, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc, grosso modo, il n'y a pas de nœud avant, donc je copie intégralement le nouveau nœud. Il y avait un nœud avant, mais il n'y en a plus après, donc je dégage tout. Les deux existent, mais ils ne se ressemblent pas du tout. Du coup, j'écrase comme une merde. Je vire l'ancien, je mets le nouveau. Et le cas de récursion, les deux existent et c'est les mêmes. Et dans ce cas-là, je fais une récursion et j'itère sur les enfants. Finalement, un virtual DOM, c'est jamais qu'une boucle récursive sur votre DOM. Et ça marche pas si mal. Et on arrive même à le coder. Bon, sur ce bout de code-là, j'en ai un peu plus chié. Ce que je voulais montrer,
c'est qu'une fois qu'on a fait ça, c'est où mon game? C'est pas là mon game. Ah, je trouve plus. Si, c'est là. Une fois qu'on a le render, mon algo c'est beaucoup, enfin de mon point de vue tout du moins, c'est beaucoup libéré, dans le sens où j'ai mes nouvelles tuiles. Je calcule le template qui liste la liste des balises pour mes tuiles tout court à ce moment donné, et je lui dis juste ma fonction render, mon virtual DOM applique ça, et il le fait à ma place. Donc j'ai extrait de façon générique toute la logique d'application d'un nouveau DOM sur un ancien, et ça c'était plutôt cool, j'étais plutôt fier de moi, et c'est ça qui fait que ça marche. Mes conclusions, un virtual DOM, c'est possible. Et ceux qui disent que React et Web Component, c'est impossible et que Virtual DOM, c'est incompatible, les Web Component et le Virtual DOM, c'est tout à fait compatible. Le Virtual DOM, c'est un concept incontournable aujourd'hui de nos frameworks web. Donc, intéressez-vous, ouais, vous avez compris. Et ça marche et c'est cool. Non, c'était pas le moment d'appuyer sur Escape. Dernière section, et non des moindres, la logique de mon jeu. Donc 2048, il y a quand même un peu de logique à coder. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? J'avais envie de le faire de façon un petit peu différente. Mais surtout, moi j'ai l'habitude de travailler dans mes applis. Alors je fais pas mal de React avec du Redux. Et donc il y a un truc que j'avais envie de récupérer, c'est le state management. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, c'est de dire les applications front-end, ils ont souvent besoin d'une référence d'état global que tous les composants peuvent accéder, parce que communiquer de composant à composant, ça trouve ses limites. Donc c'est le principe de Redux et autres. Ça met en place principalement le schéma qui est suivant. La vue peut déclencher des actions. Chaque action va passer dans le reducer qui va contenir notre logique, qui va produire un nouvel état, et cet état va mettre à jour la vue. Et on tourne comme ça. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait ça, on sait exactement comment ça peut changer et pourquoi ça a changé. Et ça, c'est quand même plutôt génial. Donc moi, je voulais ça dans mon appli. La version simple, c'est de la faire en 10 lignes, comme elle est là. Mais inévitablement, il fallait que j'aille un peu plus loin. Je me dis, ouais, tant qu'à bien isoler la logique, autant la faire dans un thread. Est-ce qu'on peut faire des threads en web? Bien sûr, on peut faire des threads. Donc j'ai lancé un web worker. Donc vous avez le droit qu'à un slide pour savoir si les web workers c'est pratique. Oui, c'est pratique. Vous faites new. Et ensuite, vous envoyez des petits messages. Le problème des web workers, c'est pas si c'est pratique, c'est de savoir pourquoi vous en avez besoin et quand s'en servir. Et finalement, on s'en sert pas tant que ça. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Pour le coup, ça marche. Je vais pas rentrer énormément dans les détails sur l'implémentation, mais grosso modo, c'est la même chose que ce que vous avez vu en 10 lignes, version avec des on-message pour se parler d'un web worker à l'autre. Donc j'ai le connecteur qui est le côté framework, ici, avec la liste des gens qui écoutent le state. Et quand j'ai un message, je préviens tout le monde que j'ai un nouvel état. Et côté store, qui est dans le thread, grosso modo, à chaque fois que j'ai un message, c'est une action. Je calcule ici avec la fonction reducer le nouvel état et je l'envoie à mon thread du jeu. Et ça marche. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que je ne suis pas en avance et que ça serait dommage de rater le dernier sujet. Donc Redux c'est pratique, les web workers c'est pratique et ça crée de la structure. Ça c'est vraiment la valeur importante. Alors normalement, je vous ai un peu teasé le WebAssembly dans la description du talk. Peut-être vous êtes là un peu pour ça. Alors, il a fallu que j'essaye de faire du WebAssembly. Alors, un petit point théorique sur le WebAssembly. Donc, WebAssembly abrégé WASM, et on parlera de WASM la plupart du temps. Donc, c'est un format binaire qui doit pouvoir tourner sur une VM. C'est très très basique la définition.
Ça parle même pas de web en fait finalement quand on lit la définition de WebAssembly. Il faut juste sous-entendre que le principe de ce langage binaire qui va tourner dans une VM, un de ses premiers buts, c'est forcément que cette VM soit présente dans vos navigateurs pour pouvoir la faire tourner. C'est le cas. C'est bien ça l'intérêt. Mais ça pourra potentiellement un jour dépasser ce principe. La deuxième phrase, là j'ai pris tout ça sur le site officiel, je n'ai pas inventé la poudre. Wasm est prévu pour être la cible d'une compilation. Donc le principe, c'est vraiment de comprendre que le Wasm, ce n'est pas forcément pensé pour être un langage, mais la cible d'une compilation de n'importe quel langage vers ce format binaire. Donc le principe, c'est non pas d'inventer un langage, mais d'inventer un format cible pour les compilateurs. Très épatant, le Wasm a été très vite implémenté. Donc bon, je passe les années où ils se sont mis la tronche sur comment faire du code natif dans les navigateurs, entre les plugins, entre ASM.js, etc. Mais à un moment, ils se sont mis d'accord et ça a tourné, ça avançait drôlement vite et maintenant c'est déjà présent dans les vrais navigateurs. Le truc qui est rigolo avec WebAssembly et principalement avec mon 2048, c'est maintenant j'ai ce pouvoir de faire n'importe quel code compilé en truc qui peut s'exécuter dans le navigateur. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce pouvoir? Déjà, la première question à faire, c'est pour la première fois sur le web, on vous libère réellement la question du choix de votre langage. Et on se sent un petit peu, je me suis senti à peu près comme dans la photo, là, c'est-à-dire que j'avais 18 000 costumes devant moi et je me dis, ouais, et maintenant, je prends lequel? En vrai, la question est lequel j'ai envie d'utiliser pour faire du web. Puis après, il y a la deuxième question, c'est il y a ceux qui marchent et ceux qui marchent moins bien. Le but, c'est que tous marchent un jour. Voilà. Et la liste est longue, avec des petits poussins éclos ou des petits poussins pas éclos. Voilà. Alors moi, j'ai fait un petit peu l'autruche en mode ça marchera bien, et puis je vais plutôt choisir ceux que j'ai envie d'apprendre. Alors j'ai choisi ça. Alors, ceux qui connaissent comprendront que je n'ai pas forcément choisi la facilité. Du coup, inévitablement, j'avais cette tronche-là assez rapidement. Mais je suis quand même content. J'ai appris 2 nouveaux langages. J'ai passé des nuits à lire de la doc. Bon, j'ai appris. Bon, j'ai codé des protos de mon algo du jeu, ça a marché. Bon, assez rapidement, je me suis rendu compte que alors c'est pas que Haskell c'est pas bien, c'est pas ce que veut dire ce slide. Ce que veut dire ce slide, c'est que le compilo Haskell pour Wasm n'est pas dans un état stable suffisant. Bon, bref, conclusion, j'y ai passé quelques nuits à essayer de compiler mon truc, ça n'a jamais marché, j'en ai eu marre. Donc je me suis refocalisé sur le Rust. Est-ce que j'arrive à coder l'intelligence de mon 2048 en Rust et le faire tourner dans mon navigateur? Donc implémenter l'intelligence de mon jeu en Rust dans des tests unitaires, j'ai galéré parce que je ne connais pas le Rust et que j'ai appris à faire du Rust, mais j'ai fini par y arriver. Ensuite, la question suivante, c'est comment je communique entre mon JavaScript et mon Rust. Donc aujourd'hui, alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout ça s'est passé dans le temps. Du coup, ce site-là, il n'avait pas la même gueule quand j'ai commencé. Là, il a l'air bien fini, avec un truc stable, même si ça s'appelle 0.6, c'est quand même relativement abouti. Ça n'avait pas cette gueule-là à l'époque. Et puis d'une façon générale, même si ça existait déjà, il y avait une part de moi qui dit « T'es en train de faire du Vanilla.js, mec. Tu ne veux pas utiliser un truc qui te prémâche tout. Tu veux faire du vrai WebAssembly. » Donc je ne l'ai pas utilisé. J'ai fait à la dure. J'ai dit système de build de Rust, installe-moi le compilateur pour Wasm et mon système de build de Rust, compile-moi mon truc en Wasm. Et là, j'avais un truc .wasm et j'étais content. Comment utiliser ça dans une appli JS? J'ai rigolé. J'ai rigolé, mais j'ai beaucoup appris sur le vrai fonctionnement du truc. Donc en fait, quand on regarde mon store qui doit utiliser mon reducer, en fait, là, j'ai une fonction init qui doit lancer mon WebAssembly. Et là, j'ai une fonction wrap qui doit me le rendre utilisable en JavaScript parce que tel quel, c'est un petit peu roots.
Alors la fonction init, ça va. La fonction init, elle est là. WebAssembly.instantiateStreaming de fetch mon fichier. Nickel. Là, j'ai rien à dire, ça me donne un objet assez riche avec plein de propriétés. J'en récupère l'instance, je rends l'instance. C'est asynchrone quand même, parce qu'il faut lui laisser le temps de compiler la bête, mais ça marche. J'étais plutôt content. Voilà. Par contre, mon wrapper, lui, il est un petit peu plus rigolo. Alors, je ne vous rentre pas dans les détails, mais grosso modo, alors déjà, je me suis simplifié un petit peu la vie quand même. Je me suis dit, on va prendre une string en entrée et on va rendre une string. C'est déjà suffisamment compliqué. Et puis mon Rust, il fera du JSON. Mais comment on passe une string? Eh bien, en fait, on fait de la mémoire et on fait des pointeurs. Voilà comment on fait. Donc déjà, mon vrai input, je passe au JSON. Donc jusque-là, c'était simple. Donc j'ai mon input string. Non, après, il faut que je copie cette string dans une zone mémoire que Rust pourra lire. Et là, grosso modo, si je n'avais pas trouvé un exemple de code, jamais de la vie, j'aurais pu le faire. Ou grosso modo, on fait un texte encodeur, on alloue, on fait des allocs mémoire via des bridges WASM, etc. C'était passionnant. Mais ça marche. Donc je crée octet par octet mes petites lettres. Puis à la fin, je mets un petit 0 pour dire c'est une chaîne C et c'est terminé. Voilà. Et ça a marché. Et pareil pour la lecture. Donc je mets mon truc en mémoire, je lance ma fonction, je lis la donnée mémoire qu'il m'a donnée, je libère même la mémoire, parce qu'il ne faut pas penser à même faire des désallocations. Je reparse mon truc, et j'ai presque l'impression d'utiliser une fonction JavaScript native, ce qui n'est absolument pas le cas. Je vous assure que ça marche en WASM. J'ai 2 minutes pour faire la dernière démo. Tac. Donc j'ai bien mon WebAssembly Instantiate Success, mon Message Event Ready et mon Reducer Rust qui récupère un état de jeu, une action et qui va me produire un nouvel état qui est là. Donc c'est bien mon algo Rust qui est responsable, qui reçoit la consigne, qui produit le nouvel état du jeu et qui le rend au reste de l'application, qui lui se met à jour via VDOM, etc., avec des web components, etc. Sinon, on ne s'amuse pas suffisamment. Alors, mes petites conclusions. Alors, il y a double conclusion, conclusion WebAssembly et conclusion totale. Conclusion WebAssembly, le Rust, c'est drôle, mais en fait, le JavaScript, c'est pas si mal pour faire du web, hein, je vous assure. Le WebAssembly, ça marche actuellement pour le C, le Rust et le Go. Parce que c'est un format très bas niveau et tous les langages qui sont plus haut niveau, ils ont tous les mal du monde à les compiler. Il y a particulièrement des questions sur le garbage collector, mais j'ai plus le temps d'en parler. Le bridge WASM, si vous le faites vous, utilisez quelqu'un qui le fait pour vous parce que c'est vraiment inacceptable. Après, c'est bas niveau, ça veut dire qu'on pourra faire ce qu'on veut, j'imagine. Et puis surtout, la conclusion du WASM, c'est que c'est une porte ouverte à des myriades de nouvelles fonctionnalités. Et il y a encore plein de choses à voir sur comment ça va tourner et pourquoi ça va être utilisé. Mais j'ai réussi. Ça, c'est tout ce que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais qui est dans l'appli si vous téléchargez les sources. L'utilisation du service worker, on peut faire du 2048 offline, parce que c'est quand même indispensable. Tout ce qui est CSS, je n'ai pas le temps de montrer, mais j'ai utilisé des variables, j'ai utilisé du CSS Grid et ça marche. Et ça, c'est la conclusion globale, c'est que c'était drôle. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas pris la tronche avec les navigateurs qui ne fonctionnent pas tous pareil, mais voilà, c'est arrivé à nouveau. C'est un peu ce que je l'ai cherché, hein, j'avoue, je l'ai cherché. De mon point de vue, alors ça c'est le truc le plus controversable possible, mais de mon point de vue, les web components comme ça, sans framework, le Vanilla.js, vous ne faites pas ça en entreprise, quoi, c'est pas crédible, ça va péter dans les navigateurs une fois tous les 3 mois sur une mise à jour. C'est drôle, mais voilà. Et ça, c'est ce que je trouve bien. Les nouvelles API, globalement, sont très bas niveau, ce qui laisse beaucoup de place aux frameworks de les utiliser comme ils veulent. Et c'est un peu ce qu'ils font exprès d'une façon générale. Les nouvelles API sont bas niveau pour que les nouveaux frameworks puissent avoir plus de possibilités, mais qu'ils ne soient pas limités. Le web, c'est cool. L'URL, merci les photos, merci à vous.
0. Petite question quand même. Merci pour ta présentation qui aborde plein de points différents. Je voulais savoir si ça avait un intérêt d'utiliser le WebAssembly pour compiler du JS, si c'est possible, si c'est un intérêt de performance ou pas. Alors, il y a des gens qui essayent. J'ai vu qu'il y avait 2-3 projets qui essayent. Ça n'a strictement aucun intérêt. En fait, ça vient du fait qu'il y a des gens qui ont essayé de compiler du JS en binaire pour des besoins de réutiliser des librairies dans des programmes C. Et tant qu'à faire du JS au C, autant faire du JS au WASM, mais ça n'a aucun intérêt. La VM du navigateur est plus performante pour exécuter du JavaScript que le compilateur pourri que tu vas pouvoir faire. Donc normalement, non. En fait, c'est déjà ce qu'il fait. En fait, ton V8, c'est son boulot. Donc si tu veux le refaire, tu le feras moins bien. Tu avais abordé au début de la présentation que tu avais eu un souci de performance. Au final, tout compris, ça donne comment avec toutes les optimisations que tu as pu mettre au cours du projet? Alors, j'ai pas eu un problème de performance à proprement parler. C'est schématiquement le fait qu'il faut télécharger des fichiers pour découvrir qu'il y en a d'autres à télécharger ne me plaisait pas théoriquement. Mais sur le peu de fichiers sources que j'ai, là, c'est une quinzaine, ça se voit pas. Donc, j'ai jamais eu de problème de performance. Et là, même comme ça, de façon globale, je n'ai pas de problème de performance. Que dire sur une appli, enfin, c'est assez vrai dans le web d'une façon générale. On est beaucoup sur le dos des frameworks type React et compagnie sur leur capacité de performance. Il faut les pousser, il faut quand même les pousser assez loin pour voir quoi que ce soit. Et là, typiquement, un 2048, ça pousse rien suffisamment loin. Même un petit framework fait à la main ou un truc fait à la main comme moi, mon VDOM tout pourri fait à la main, il est largement suffisant. Eh ben merci.